Je l'ai rencontrée sur Tinder, un soir où l'ennui m'avait poussé à faire défiler sans réfléchir. Son prénom, Amélie, m'avait tout de suite intrigué. Il y avait quelque chose de doux et d'intemporel dans ce nom. Sa photo de profil montrait une jeune femme au sourire discret, assise à la terrasse d'un café, une lumière dorée caressant son visage. Elle semblait naturelle, loin des poses exagérées ou des filtres qui déformaient les traits. Notre conversation a commencé simplement. Un premier message, une réponse rapide, puis l'échange s'est fait fluide, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Nous parlions de tout et de rien. Nos goûts musicaux, les livres qui nous avaient marqués, les petits rituels du quotidien qui nous faisaient sourire. Elle écrivait bien, avec un style léger mais réfléchi. Par moments, j'avais presque l'impression d'entendre sa voix à travers l'écran. Après plusieurs jours d'échange, l'idée d'un rendez-vous est venue naturellement. C'est elle qui l'a proposé, avec une assurance tranquille. Et si on prenait un café ensemble? Il y a un endroit que j'aime bien. Tu verras, c'est très chaleureux. J'ai accepté sans hésiter. Elle m'a donné l'adresse d'un petit café dans le centre-ville, un lieu que je connaissais vaguement mais où je n'avais jamais mis les pieds. Nous avons fixé la rencontre pour un vendredi après-midi, à 16 heures. J'étais curieusement impatient. Il y avait chez Amélie une aura particulière, quelque chose d'indéfinissable mais captivant. Ce n'était pas juste une question d'attirance physique, c'était une connexion plus profonde, presque intime, née en quelques jours seulement. Je ne savais pas encore à quel point ce rendez-vous allait bouleverser ma réalité. Le jour du rendez-vous, j'étais en avance. L'excitation mêlée à une légère nervosité m'avait poussé à quitter mon appartement plus tôt que prévu. Le trajet jusqu'au café me parut plus long que d'habitude, chaque feu rouge me donnant l'impression d'attendre une éternité. En arrivant, je jetai un regard autour de moi. C'était un petit établissement charmant, avec une devanture en bois sombre et de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière tamisée. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée. Quelques clients étaient assis aux tables, absorbés dans leur lecture ou plongés dans des conversations murmurées. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle d'un gâteau aux amandes qui venait d'être sorti du four. Je choisis une table près de la fenêtre et jetai un œil à mon téléphone. Il était 15h57. J'ouvris notre conversation Tinder, juste pour m'assurer que nous nous étions bien donné rendez-vous ici. Tout était en ordre. Quelques instants plus tard, à 16 heures précises, une notification apparut sur mon écran. C'était un message d'Amélie. « Je suis en route, à tout de suite. » Je souris, soulagé. Elle n'allait pas tarder. Pour passer le temps, je commandai un café et observai les passants à travers la vitre. Les minutes s'écoulèrent lentement. 16h10. 16h15. Je rafraîchis mon téléphone, vérifiant si elle avait envoyé un autre message, mais rien. Peut-être qu'elle était coincée dans les transports. À 16h30, l'inquiétude commença à s'installer. Je lui envoyai un message. « Tout va bien? Tu arrives bientôt ?» Aucune réponse. J'attendis encore quelques minutes avant de l'appeler, mais après quelques sonneries, l'appel bascula sur la messagerie. Je levai les yeux et balayai la salle du regard. Chaque fois que la porte du café s'ouvrait, mon cœur faisait un bond, mais ce n'était jamais elle. À 16h45, un mauvais pressentiment s'immisça en moi. J'ouvris un nouveau Tinder pour voir si elle était en ligne, et c'est à ce moment-là que je compris que quelque chose clochait vraiment. Son profil avait disparu. Plus aucune trace d'Amélie. Comme si elle n'avait jamais existé. L'incompréhension laissa rapidement place à une sensation plus lourde, plus oppressante. Je rafraîchis l'application plusieurs fois, espérant une erreur passagère, mais le résultat restait le même. Le profil d'Amélie avait tout simplement disparu. Je tentais de me convaincre que c'était un simple bug. Peut-être avait-elle désactivé son compte juste avant de venir, mais pourquoi ferait-elle une chose pareille? Et pourquoi ne répondait-elle pas à mes messages? À 17 heures, je quittai le café, perplexe. L'air extérieur était frais, mais une étrange chaleur montait dans ma poitrine, comme une angoisse sourde. Sur le chemin du retour, je repassai notre conversation dans ma tête, cherchant le moindre indice que j'aurais pu manquer. Arrivé chez moi, je me laissai tomber sur le canapé et pris mon téléphone. Si son profil Tinder n'existait plus, peut-être pourrais-je la retrouver ailleurs. J'ouvris Facebook et tapai son prénom suivi de son nom de famille. Il n'y avait pas beaucoup de résultats, mais l'un d'eux attira immédiatement mon attention. Une publication ancienne, accompagnée d'une photo. C'était bien elle, ce même sourire discret, ce même regard profond. Mais ce n'était pas un profil. C'était un avis de décès. Mon souffle se coupa net.
La date indiquait qu'elle était morte 2 ans plus tôt. Un frisson glacial me traversa. Je cliquai sur le post, espérant y trouver une explication rationnelle. Peut-être s'agissait-il d'une autre Amélie, une simple coïncidence. Mais en lisant les commentaires remplis d'hommages et de condoléances, je sentis un poids écraser ma poitrine. C'était bien elle. Même visage, même âge, même ville. J'avais passé des jours à parler avec une femme morte. Mon téléphone glissa de mes mains et tomba sur le canapé. Mon cœur battait à une vitesse anormale, mes doigts étaient glacés. Ce n'était pas possible. Il devait y avoir une erreur, une mauvaise blague. Mais qui irait jusqu'à créer un faux profil Tinder avec les photos d'une femme décédée? Et surtout, pourquoi? Je rouvris notre conversation, parcourant chaque message avec une attention nouvelle. Les réponses d'Amélie me semblaient maintenant étranges. Trop neutres, trop générales. Elle évitait parfois certaines questions précises, comme si elle se contentait de guider la discussion sans trop en dire sur elle-même. Et puis, il y avait ce dernier message. Je suis en route, à tout de suite. Une bouffée d'angoisse monta en moi. Qui m'avait envoyé ce message? Ou plutôt, qu'est-ce qui m'avait envoyé ce message? Comme pour répondre à ma question, mon téléphone vibra brusquement. Un message. Je restai figé un instant avant d'oser regarder l'écran. Le numéro n'était pas enregistré dans mes contacts. Juste une suite de chiffres anonymes. Et en dessous, un simple texte. Pourquoi tu n'as pas attendu? Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Mon premier réflexe fut de vérifier la photo de profil du contact. Il n'y en avait pas. Ma gorge se serra. D'une main tremblante, je tapai une réponse. Qui êtes-vous? Je restai immobile, les yeux rivés sur l'écran, priant pour ne pas voir les 3 petits points indiquant qu'on me répondait. Mais rien. Silence total. Puis, sans prévenir, mon téléphone s'éteignit. Le souffle court, je me levai d'un bond et allai vérifier la porte d'entrée. Fermée. Toutes les fenêtres aussi. Pourtant, je me sentais observé. Comme si quelqu'un se tenait là, juste derrière moi. Je restai debout un long moment, le souffle suspendu, chaque bruit dans l'appartement me faisant sursauter. Mon téléphone refusait de se rallumer. L'écran noir reflétait mon propre visage, pâle et tendu. Je tentais de me raisonner. Peut-être que c'était une mauvaise blague. Quelqu'un qui s'amusait à me faire peur. Mais comment expliquer la disparition soudaine du profil Tinder? Comment expliquer ce message venu de nulle part? L'air était lourd, presque irrespirable. Une pression étrange pesait sur mes épaules. Puis, un bruit me fit sursauter. Un grincement. Mon regard se tourna lentement vers la porte de ma chambre, qui était maintenant entr'ouverte. J'étais pourtant certain de l'avoir fermée. Un courant d'air glacial passa dans l'appartement, me glaçant jusqu'aux os. Mon cœur battait violemment alors que je m'avançais prudemment. De l'autre côté de la porte, l'obscurité était totale. J'allais tendre la main pour allumer la lumière quand mon téléphone se ralluma soudainement, vibrant furieusement dans ma main. Un nouveau message. Je suis là. La porte de la chambre grinça à nouveau, s'ouvrant un peu plus. Et dans l'obscurité, je vis quelque chose bouger. Un reflet. Comme si quelqu'un se tenait là, me regardant, sans que je puisse voir son visage. Je l'ai rencontrée sur une application de rencontre. Son profil s'appelait Sophie. Elle avait un sourire discret sur sa photo et semblait être quelqu'un de simple, sans artifice. Nous avons commencé à discuter, et très vite, j'ai eu l'impression que nous nous connaissions depuis longtemps. Elle écrivait avec une aisance naturelle, répondait toujours rapidement et posait des questions sur ma vie avec un véritable intérêt. Pendant 4 jours, nous avons échangé des messages presque en continu. Elle me racontait des anecdotes sur son enfance, sur son amour des livres d'horreur et sur son rêve de voyager seule à travers l'Europe. Tout semblait si fluide entre nous que, lorsque Sophie a proposé un appel vidéo avant de nous rencontrer en personne, cela m'a paru être une excellente idée. Juste un petit appel ce soir, avant de dormir, m'a-t-elle écrit. Comme ça, on pourra se voir en vrai avant de fixer un rendez-vous. J'ai accepté sans hésiter. Après tout, c'était logique. Il y avait tellement d'arnaques et de faux profils en ligne que c'était rassurant de pouvoir voir la personne avant de la rencontrer. À 23 heures précises, mon téléphone a vibré. Un appel entrant de Sophie. Un peu nerveux, j'ai pris une grande inspiration et j'ai décroché. Lorsque j'ai décroché, l'écran est resté noir. Pas de lumière, pas de visage, juste une obscurité totale. « Sophie ?» ai-je dit en ajustant mon téléphone. « Tu m'entends ?» Aucune réponse. Seulement un bruit de fond étrange,
un souffle lent et irrégulier, comme si quelqu'un respirait difficilement à quelques centimètres du micro. Un frisson a parcouru ma nuque. « Allô, Sophie? J'ai l'impression que ta caméra ne fonctionne pas. » Le souffle s'est intensifié, devenant plus saccadé, presque rauque. J'ai senti une tension monter en moi, un malaise sourd et inexplicable. Puis, soudainement, une forme a émergé de l'ombre. Un visage, pâle, presque cadavérique, avec des traits figés dans une expression vide. Les yeux, grands ouverts, semblaient me transpercer à travers l'écran. La bouche légèrement entr'ouverte laissait entrevoir une obscurité inquiétante. Il ne bougeait pas, ne clignait pas des yeux. Il était juste là, à quelques centimètres de la caméra, me fixant d'un regard insondable. Mon cœur s'est emballé. J'ai voulu parler, mais ma gorge était sèche. Puis, en une fraction de seconde, l'appel s'est interrompu. L'écran est redevenu noir. J'ai essayé de rappeler immédiatement, mais le signal ne passait pas. J'ai insisté encore et encore, jusqu'à ce qu'un message s'affiche sur mon écran. Utilisateur introuvable. J'ai ouvert notre conversation. Son profil avait disparu, comme si Sophie n'avait jamais existé. Le lendemain matin, j'étais encore troublé par ce qui s'était passé. J'avais à peine dormi, repassant sans cesse les images dans ma tête. Ce visage pâle, ses yeux vides. C'était impossible à oublier. Peut-être un bug, une mauvaise connexion, ou même une mauvaise blague. Je voulais une explication logique, mais rien ne semblait tenir debout. Au travail, mon esprit était ailleurs. À la pause déjeuner, j'ai fini par en parler à mon ami Julien, l'un des seuls à qui je pouvais confier ce genre d'histoire sans qu'il me prenne pour un fou. « Une fille que tu as rencontrée en ligne, hein ?» a-t-il dit en riant. « Peut-être qu'elle voulait juste te faire peur. »« Je ne sais pas, » ai-je répondu en haussant les épaules. Mais elle a supprimé son compte juste après. Son sourire s'est effacé légèrement. C'était quoi son nom? Sophie. Le visage de Julien s'est figé. Il a froncé les sourcils, cherchant quelque chose dans son téléphone. Après quelques secondes, il a tourné l'écran vers moi. Disparition inexpliquée. Une jeune femme introuvable depuis plusieurs mois. J'ai lu l'article en retenant mon souffle. Une photo accompagnait le texte. C'était elle, Sophie. D'après l'article, elle avait disparu 6 mois plus tôt, après être sortie d'un bar avec des amis. Son téléphone avait été retrouvé dans une ruelle, complètement détruit. Depuis, aucune trace. Aucun témoin. Aucune piste. Mon estomac s'est noué. C'est elle, ai-je murmuré. C'est elle qui m'a appelé hier soir. Julien m'a regardé, perplexe. Ce n'est pas possible. Elle est portée disparue depuis 6 mois. J'ai ressenti un vertige. Si Sophie avait disparu il y a 6 mois, alors, qui m'avait contacté hier soir? Pendant tout le reste de la journée, je suis resté dans un état second, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce visage pâle et figé apparaître derrière mes paupières. Ce n'était pas juste une mauvaise blague. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cet appel, quelque chose que mon cerveau refusait de rationaliser. Une fois rentré chez moi, j'ai décidé de fouiller un peu plus. J'ai recherché son nom sur les réseaux sociaux, mais son profil semblait avoir été supprimé partout. Chaque trace d'elle avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, il y avait cet article, cette photo. Alors que j'étais plongé dans mes recherches, mon téléphone a vibré. Un message. « Tu as vu mon appel ?» Mon sang s'est glacé. Le message venait d'un numéro inconnu. Aucun nom, aucune image de profil. Juste ces quelques mots. Je suis resté immobile, le téléphone tremblant entre mes doigts. Puis, avant même que je puisse réagir, un nouvel appel vidéo a illuminé l'écran. Numéro inconnu. Je l'ai fixé sans bouger, mon souffle court. L'envie de décrocher me brûlait autant que la peur me paralysait. Et si c'était encore elle? Le téléphone a sonné une première fois. Une deuxième. Une troisième. Puis tout s'est arrêté. L'écran est redevenu noir. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était fini. Juste une hallucination due au stress. Mais alors que je soufflais, soulagé, une dernière notification est apparue. Sophie veut commencer un appel vidéo. J'ai lâché mon téléphone comme s'il m'avait brûlé les doigts. Ce n'était pas possible. Son compte avait disparu. Elle était portée disparue depuis 6 mois. Alors comment pouvait-elle encore m'appeler? Le téléphone s'est remis à vibrer. L'écran affichait toujours « Sophie veut commencer un appel vidéo ». J'étais figé, incapable de bouger, mon cœur battant à un rythme effréné. Puis, sans réfléchir, j'ai appuyé sur « Refuser ». L'écran est redevenu noir.
Je suis resté là, assis sur mon lit, le regard rivé sur mon téléphone, attendant. Quoi? Une autre notification? Un bruit étrange? Quelque chose d'inexplicable? Un long frisson a parcouru mon dos quand j'ai entendu un léger toc-toc contre ma fenêtre. Mon appartement était au 3e étage. Lentement, j'ai levé les yeux. Derrière la vitre, sous la lumière tamisée du lampadaire, une silhouette était figée dans l'obscurité. C'était elle, son visage pâle, pressé contre la vitre, ses yeux grands ouverts fixant les miens avec une intensité inhumaine. Sa bouche s'est lentement entr'ouverte, comme si elle murmurait quelque chose. Puis, d'un coup, toutes les lumières de mon appartement se sont éteintes. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Tremblant, j'ai regardé l'écran. Message reçu. Tu m'as enfin vu. Je l'ai rencontré sur une application de rencontres. Au début, ce n'était que des échanges banals, des discussions légères sur nos goûts, nos films préférés, nos rêves de voyage. Il était charmant, drôle, et surtout, il semblait normal. Nous avons discuté pendant 7 jours avant qu'il ne me propose de nous voir en personne. Une semaine à échanger des messages, à apprendre à nous connaître, à construire cette illusion de proximité qui fait croire qu'on ne parle pas à un inconnu. Quand il m'a proposé de venir avec lui à une fête chez un ami, j'ai hésité. Je ne suis pas du genre à accepter ce genre d'invitation, surtout dans un endroit isolé, mais il avait su me mettre en confiance. Sa voix était posée, son attitude rassurante. « Ce sera sympa, il y aura du monde, tu pourras rencontrer mes amis », m'avait-il dit. Une soirée entre amis semblait être une bonne manière de voir qui il était vraiment, en dehors des écrans. Le soir venu, il est venu me chercher en voiture. Il était encore plus séduisant en vrai, avec ce sourire facile et cette façon de parler qui me mettait à l'aise. Nous avons roulé pendant une 30aine de minutes, quittant peu à peu la ville pour emprunter une route plus déserte. Les lampadaires sont devenus plus rares, les maisons se sont espacées jusqu'à disparaître. J'ai ressenti une légère appréhension, mais j'ai balayé cette impression. C'était stupide de m'inquiéter. Après tout, il n'avait rien fait de suspect. Quand nous sommes enfin arrivés, la maison se trouvait au bout d'un chemin de terre, entourée d'arbres. Elle était grande mais plongée dans l'obscurité. Aucune musique, aucun bruit de conversation. J'ai froncé les sourcils. « On est les premiers ?» ai-je demandé, tentant de masquer mon malaise. Il a hoché la tête en souriant. « Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas tarder. » Il a ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer. J'ai hésité une fraction de seconde avant de mettre un pied à l'intérieur. Dès que je l'ai fait, j'ai entendu le bruit sec du verrou qui se refermait derrière moi. L'obscurité à l'intérieur de la maison était oppressante. Les seules sources de lumière provenaient de la lune à travers les fenêtres poussiéreuses et d'une faible lueur provenant d'une pièce au fond du couloir. L'air était étrangement froid, chargé d'une odeur de renfermé, comme si personne n'avait vécu ici depuis longtemps. J'ai parcouru du regard l'entrée et le salon adjacent. Pas de musique, pas de rire, pas de verre posé sur une table, rien qui évoque une fête en cours ou à venir. Juste des meubles vieillots, une tapisserie jaunie et un silence pesant. Quelque chose clochait. Je me suis tourné vers lui, tentant de garder mon calme. « Ils arrivent bientôt ?» Il a pris le temps de retirer son manteau avant de me répondre. « Oui, il ne devrait pas tarder. » Son ton était trop léger, presque amusé. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai glissé une main dans la poche de mon sac pour attraper mon téléphone. Écran noir. Aucune connexion. J'ai essayé d'envoyer un message, mais rien ne partait. J'ai vérifié les barres de réseau. Aucun signal. « Tu captes, toi ?» ai-je demandé, tentant de paraître naturel. Il a haussé les épaules. « Pas vraiment. C'est normal ici, on est loin des antennes. » Son regard était posé sur moi, scrutant mes moindres réactions. J'ai reculé légèrement, me rapprochant de la porte. J'ai posé discrètement la main sur la poignée et l'ai tournée lentement. Bloqué. Un bruit sourd a résonné dans la pièce. J'ai sursauté. Il venait de poser son trousseau de clés sur une table, à quelques mètres de moi. Puis il a levé les yeux, m'offrant un sourire étrange. Les autres ont mis plus de temps à comprendre. Le sourire qu'il m'a adressé était déstabilisant, presque malsain. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'arrivais pas à saisir, comme si une partie de lui se réjouissait de mon malaise. La pièce semblait soudainement se resserrer autour de moi, l'air plus lourd, plus épais. Je me suis figé, incapable de détourner mon regard du sien. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, ma voix tremblante malgré moi. Il s'est rapproché lentement, sans urgence, comme s'il savourait chaque seconde de mon angoisse. « Tu sais, elles n'ont pas compris tout de suite. Elles se sont crues en sécurité,
comme toi. Mais au bout d'un moment, elles ont vu. Elles ont vu la vérité. Mais toi, tu es encore en train de te poser des questions. J'ai tenté de reculer, mais mes pieds semblaient cloués au sol. Le bruit de mon propre souffle remplissait la pièce, et je sentais une chaleur soudaine envahir mon corps. Ma main se referma sur mon téléphone, encore éteint, et j'ai regardé autour de moi, à la recherche d'une sortie. Il a fait un pas de plus vers moi, son sourire ne faiblissant pas, et pour la première fois, j'ai perçu une menace dans ses yeux. Ce n'est qu'une question de temps, tu sais. Le moment où tu te rendras compte que tu ne peux pas t'échapper, que tu es déjà ici. Un frisson de terreur m'a traversé. Je n'arrivais plus à respirer correctement, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je n'avais plus de signal, la porte était verrouillée, et il ne semblait rien faire pour dissimuler l'intention qui montait dans l'air. Ce n'était plus une fête, ce n'était plus un simple rendez-vous. C'était quelque chose de beaucoup plus sinistre. Je savais que je devais fuir. Et vite. Le sol sous mes pieds semblait se dérober à chaque mouvement que je faisais. La panique montait en moi comme une vague dévastatrice, me noyant dans une mer de terreur pure. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait exactement, mais tout en moi criait que je devais fuir avant qu'il ne soit trop tard. Il s'était rapproché de moi, ses yeux fixés sur moi avec une intensité glaciale. J'ai regardé autour de moi, mes mains tremblant à la recherche de quelque chose qui pourrait m'aider, n'importe quoi. Puis mes yeux se sont posés sur la fenêtre. Une petite fenêtre au fond de la pièce, à moitié ouverte. C'était mon seul espoir. Je ne pensais même pas. Je courus vers la fenêtre aussi vite que mes jambes me le permettaient. La sensation de ses pas derrière moi me poussa à aller plus vite, à ne pas regarder en arrière. Je me précipitai vers la fenêtre, l'ouvrant brusquement avec une force que je ne savais même pas que j'avais. Je pouvais sentir la fraîcheur de la nuit envahir mes poumons, entendre le vent hurlant à l'extérieur. Je n'hésitais pas. Je me jetai à travers la fenêtre, me coupant légèrement sur le verre brisé. La douleur n'était rien comparée à la terreur qui m'envahissait. Le sol était dur sous moi lorsque je me suis écrasé sur le jardin extérieur. Je n'ai même pas pris le temps de me relever complètement. Mes jambes se sont mises à courir automatiquement. Mes pieds m'emmenant plus loin, hors de la maison, hors de ce cauchemar vivant. Le bruit des pas derrière moi s'estompa peu à peu, mais je savais qu'il ne me poursuivait pas encore. Pourtant, j'entendais son rire étrange résonner dans ma tête, comme un écho menaçant. Je courus aussi vite que possible, à travers l'obscurité, jusqu'à la route principale. Une voiture est finalement passée, et j'ai crié à l'aide, me jetant devant le véhicule, haletante et presque hystérique. Le conducteur s'est arrêté, choqué, et m'a aidé à entrer dans sa voiture. Quand j'ai pu enfin souffler, je l'ai regardé, essayant de reprendre mon souffle. Mais dans ma tête, une seule pensée me hantait. Je m'étais échappé, mais j'étais loin de m'être sorti d'affaire. Le matin suivant, je suis allé directement à la police, tremblante, encore sous le choc de ce que j'avais vécu. J'ai raconté toute l'histoire, la maison vide, l'homme étrange, les paroles inquiétantes, ma fuite désespérée. Ils m'ont écouté, certains semblant sceptiques, d'autres plus inquiets. Après tout, je n'avais aucune preuve. Seulement des morceaux de ma propre terreur. Ils ont lancé une enquête, bien sûr. Mais les heures sont passées, puis les jours. Ils ont cherché, fouillé, interrogé les voisins. Mais rien. La maison n'existait pas sur les cartes, les registres de propriété, ni même dans la mémoire de ceux qui vivaient dans les environs. J'ai tenté de les convaincre. Je leur ai donné des détails. La route déserte, la vieille bâtisse au bout du chemin, le jardin envahi par des herbes folles. Mais ils ont simplement secoué la tête. Il n'y a rien ici, m'ont-ils dit. Aucune maison, aucun endroit correspondant à ta description. Ils m'ont expliqué que peut-être c'était le stress, peut-être une illusion causée par la peur. Que ce que j'avais vu était une hallucination. Mais chaque fibre de mon être savait que ce n'était pas le cas. Les mois ont passé. Mais chaque nuit, le souvenir de son sourire étrange me entrait, et l'écho de sa voix résonnerait dans mon esprit. Les autres ont mis plus de temps à comprendre. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, si cette maison n'existait pas, alors qu'est-ce qui m'avait poussé là-bas? Et où était-il, cet homme? Était-ce un piège, un test, un jeu cruel, ou quelque chose de bien plus sombre? Je n'ai jamais eu de réponse. Mais je sais une chose avec certitude, il n'était pas humain. Cela faisait 4 ans que j'étais célibataire. Après ma dernière relation, qui s'était terminée de la pire façon possible, j'avais décidé de prendre du recul,
de me concentrer sur moi-même et d'éviter toute complication émotionnelle. Mais dernièrement, la solitude commençait à peser. Tout le monde autour de moi semblait avancer dans leur vie amoureuse, alors que moi, je restais figé dans le passé. Un soir, sur un coup de tête, j'ai téléchargé une application de rencontres. Juste pour voir. Pas nécessairement pour trouver quelqu'un, mais par curiosité. Je me suis installé confortablement sur mon canapé, une tasse de thé entre les mains, et j'ai commencé à faire défiler les profils. Beaucoup ne m'intéressaient pas. Trop arrogant, trop banal, trop pressé. Jusqu'à ce que je tombe sur lui. Son visage m'a immédiatement captivé. Un sourire discret, un regard intense, des traits harmonieux. Il dégageait quelque chose d'attirant, presque magnétique. Sa description était brève mais intrigante, amateur d'art et de voyage, à la recherche de bonnes conversations. Simple, mais efficace. Sans trop réfléchir, j'ai glissé son profil vers la droite. Et quelques secondes plus tard, une notification est apparue sur mon écran. C'est un match. Un frisson d'excitation m'a traversé. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti cette sensation. J'ai ouvert la conversation, et à ma grande surprise, il m'a écrit immédiatement. Je ne pensais pas matcher avec quelqu'un d'aussi fascinant un soir comme celui-ci. Son approche était fluide, naturelle, presque rassurante. Nous avons commencé à échanger sur nos centres d'intérêt, nos goûts musicaux, nos films préférés. Plus la conversation avançait, plus je me sentais à l'aise avec lui. C'était comme parler à quelqu'un que je connaissais déjà. Et c'est précisément cette sensation qui a commencé à me déranger. Au fil de notre conversation, quelque chose me troublait. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mettant cela sur le compte de l'excitation du moment. Mais plus je lisais ses messages, plus une étrange sensation grandissait en moi. Ses tournures de phrases, son humour subtil, même sa façon de détourner certaines questions avec légèreté. Tout cela m'était trop familier. J'ai regardé sa photo de profil plus attentivement. Ses traits, son sourire, cette lueur dans ses yeux. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Je le connaissais. Mon cœur s'est mis à battre plus fort tandis que mon esprit se débattait avec l'impossible. Ce n'était pas seulement une ressemblance. Il était le sosie parfait de mon ex. Celui qui avait disparu il y a 4 ans sans laisser la moindre trace. Ma gorge s'est serrée. J'ai essayé de me convaincre que c'était une coïncidence. Après tout, il existait forcément des inconnus qui se ressemblaient. Mais plus nous échangions, plus les similitudes devenaient troublantes. Alors, j'ai décidé de tester quelque chose. « Tu viens d'où » ai-je demandé, tentant de garder un ton léger. Sa réponse a été vague. Un simple un peu partout, j'ai beaucoup voyagé. Et avant, tu vivais où? Un court silence. Puis, oh, ici et là. J'aime bien bouger. Mon estomac s'est noué. C'était exactement le genre de réponse qu'il aurait donné. Flou, insaisissable, comme s'il cachait quelque chose. Je sentais mon souffle s'accélérer. Ce n'était plus une simple impression. Quelque chose clochait réellement. Et je devais découvrir quoi. Je ne pouvais plus ignorer cette sensation oppressante. Chaque fibre de mon être me criait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une simple ressemblance, ce n'était pas une coïncidence. Ce Lucas, ou quel que soit son nom, était identique à mon ex disparu. Je devais en avoir le cœur net. D'un geste fébrile, j'ai tapé un message. C'est drôle, tu ressembles tellement à quelqu'un que j'ai connu. Quelques secondes passent avant qu'il ne réponde. Ah oui? Quelqu'un de bien, j'espère. Un sourire crispé s'est dessiné sur mes lèvres. Je fixais mon écran, mes doigts tremblants au-dessus du clavier. Il fallait que je pousse plus loin. Oui, il s'appelait Hugo. Le message a été envoyé. J'ai attendu. 1 seconde. 2, 5, 10. Pas de réponse. J'ai vérifié s'il était toujours en ligne. Son statut indiquait qu'il l'était. Pourtant, aucun message ne venait. Puis, sans prévenir, la petite icône de statut a disparu. J'ai actualisé la page du chat. Conversation indisponible. Mon cœur s'est serré. Je suis retourné sur son profil. Erreur, cet utilisateur n'existe plus. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. Il avait disparu. Tout comme Hugo, 4 ans plus tôt. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une étrange coïncidence. Peut-être que j'avais exagéré, que mon esprit me jouait des tours. Peut-être que ce Lucas avait simplement trouvé ma question bizarre et avait préféré supprimer son profil. Mais alors, pourquoi avais-je l'impression qu'une ombre invisible me frôlait? Pourquoi ce malaise grandissait-il en moi?
comme si j'avais réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je restais allongé dans mon lit, mon téléphone à la main, fixant l'écran comme si j'attendais une réponse qui ne viendrait jamais. Et puis, à 3 heures du matin, une vibration a brisé le silence. Un message, un numéro inconnu, avec un simple texte. Tu aurais dû laisser ça dans le passé. Le souffle coupé, je suis resté figé. Un frisson glacé a couru le long de ma colonne vertébrale. Je n'avais parlé à personne d'Hugo. Personne, sauf à ce mystérieux Lucas. J'ai voulu répondre, demander qui était derrière ce message, mais quelque chose m'en a empêché. Quand j'ai relevé les yeux, l'écran s'est éteint. J'ai déverrouillé mon téléphone et rouvert la conversation. Le message avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Mon cœur battait à une vitesse affolante. J'ai essayé de me convaincre que j'avais rêvé, que la fatigue me jouait des tours. Mais au fond de moi, je savais que ce message était bien réel, et qu'il signifiait quelque chose d'effroyable. Je devais comprendre. J'ai fouillé dans mon téléphone, remontant dans les archives de mes photos, mes anciennes conversations, tout ce qui pouvait me rappeler Hugo. Puis, une idée m'a traversé l'esprit. J'ai cherché sa dernière photo postée sur les réseaux avant sa disparition. Quand je l'ai retrouvée, un frisson glacial m'a parcouru. L'arrière-plan, le mur de briques rouges, la fenêtre à moitié brisée, les ombres des arbres déformées par la lumière du soir. C'était le même fond que celui de la photo de profil de Lucas. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas juste une ressemblance. C'était le même endroit. Mais un détail m'a glacé le sang. En zoomant sur la photo de Lucas, j'ai vu la date inscrite dans un coin. Une date récente. Beaucoup trop récente. Hugo était censé avoir disparu il y a 4 ans. Alors pourquoi semblait-il être encore là? Et surtout, pourquoi m'avait-il retrouvé? Je m'appelle Clara, et cette histoire me hante encore aujourd'hui. Tout a commencé de la manière la plus banale qui soit. Une rencontre sur une application de dating. Son nom était Julien. Il avait une photo de profil sobre, un sourire discret et une façon d'écrire qui inspirait confiance. Pas de compliments excessifs, pas de phrases douteuses, juste une conversation fluide et agréable. Nous avons discuté pendant plusieurs jours, échangeant sur nos goûts en musique, nos films préférés et même nos anecdotes d'enfance. Il semblait sincère, cultivé et surtout respectueux. Ce n'était pas le genre à insister lourdement pour se rencontrer, mais il a fini par proposer un rendez-vous. Il m'a dit qu'il connaissait un petit café sympa en centre-ville et qu'il serait ravi de m'y emmener. Au début, j'ai hésité. Je ne suis pas du genre à monter dans la voiture d'un inconnu, même après plusieurs jours de discussion. Mais Julien avait cette façon de parler qui me rassurait. Il a insisté, me disant qu'il voulait simplement me faciliter la vie, que ce serait plus simple que de prendre le métro tard le soir. Finalement, j'ai accepté, mais en prenant une précaution. On se retrouverait à un endroit fréquenté, près d'une grande avenue, pour que je sois sûr de ne rien risquer. Le soir venu, je me suis préparé avec soin, enfilant une robe sobre mais élégante. J'étais nerveuse, mais aussi un peu excitée. Après tout, Julien semblait être quelqu'un de bien, et j'avais hâte de voir si la complicité virtuelle se traduirait dans la réalité. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait que quelque chose clochait. Et j'aurais dû l'écouter. Lorsque je suis arrivé au point de rendez-vous, la nuit était déjà tombée, et les lampadaires projetaient une lumière tamisée sur l'avenue. Il y avait du monde autour de moi, des couples qui marchaient main dans la main, des groupes d'amis qui riaient à la sortie d'un restaurant. Cela me rassurait. Puis, mon regard s'est posé sur une voiture blanche garée un peu plus loin, légèrement en retrait par rapport aux autres véhicules. Mon cœur a accéléré, et une étrange sensation a commencé à m'envahir. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose dans cette voiture me paraissait anormal. Je me suis avancé prudemment, cherchant du regard Julien à travers le pare-brise, mais l'intérieur était plongé dans l'ombre. C'est alors que j'ai remarqué un détail qui m'a glacé le sang. La plaque d'immatriculation semblait avoir été effacée. Pas comme si elle était sale ou couverte de boue, non. Elle était floue, comme si quelqu'un avait volontairement gratté les chiffres et les lettres pour les rendre illisibles. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. C'était peut-être une coïncidence, peut-être un simple hasard, mais mon instinct me criait de faire demi-tour. Pourtant, une partie de moi voulait vérifier, juste pour être sûr. Après tout, c'était peut-être Julien qui m'attendait à l'intérieur. Prenant une profonde inspiration, je me suis avancé encore un peu. C'est alors que le bruit d'un moteur électrique a brisé le silence,
La vitre du passager venait de descendre lentement. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'aurais dû fuir immédiatement. Lorsque la vitre fut complètement baissée, je me suis figé. L'homme assis dans la voiture n'était pas Julien. Il avait le visage inexpressif, les traits figés comme s'il portait un masque de cire. Ses yeux sombres étaient rivés sur moi, froids, vides, dénués de la moindre émotion. Il ne bougeait pas, ne clignait même pas des paupières. Un silence oppressant s'installa entre nous, et pendant quelques secondes qui me parurent interminables, il se contenta de me fixer. Puis, d'une voix plate, mécanique, il prononça ces mots. « Monte !» Il m'a envoyé te chercher. Son ton était étrange, dénué d'intonation, comme s'il récitait une phrase qu'il ne comprenait pas lui-même. Un frisson glacial me traversa l'échine. Je jetai un regard rapide autour de moi, espérant apercevoir Julien quelque part, mais il n'y avait que des inconnus qui continuaient leur soirée sans se douter de la scène terrifiante qui se jouait à quelques mètres d'eux. J'ai dégluti difficilement. « Qui vous a envoyé ?» ai-je demandé, la voix tremblante. L'homme ne répondit pas. Il se contenta d'ouvrir lentement la portière du côté passager, comme une invitation muette. Mon cœur battait à tout rompre. Tout en moi hurlait que quelque chose était terriblement anormal. Pourquoi Julien enverrait-il quelqu'un à sa place sans me prévenir? Et surtout, pourquoi cet homme semblait-il attendre une réaction de ma part, comme s'il exécutait un script? L'espace d'un instant, j'ai envisagé de poser une autre question. Mais un instinct primal, viscéral, me cria soudain que je n'avais plus le temps pour ça. Alors, j'ai fait ce que mon corps me dictait. J'ai tourné les talons et j'ai couru. Je courais sans me retourner, mon cœur battant à un rythme affolant dans ma poitrine. L'air froid de la nuit s'engouffrait dans mes poumons, mais je n'osais pas ralentir. Tout mon corps était en alerte, poussé par une terreur animale que je n'avais jamais ressentie auparavant. Derrière moi, aucun bruit de moteur, aucun crissement de pneus. L'homme ne me poursuivait pas, mais cela ne me rassurait pas pour autant. Quelque chose me disait qu'il n'avait pas besoin de le faire. Lorsque j'ai enfin atteint une rue plus fréquentée, j'ai ralenti le pas, le souffle court. Mon téléphone tremblait dans ma main lorsque je l'ai déverrouillé pour appeler Julien. 1, 2, 3 sonneries. Pas de réponse. J'ai ouvert notre conversation et j'ai tapé frénétiquement. Julien, c'était qui ce type? Pourquoi il m'attendait à ta place? Le message est resté envoyé pendant de longues secondes avant que quelque chose d'encore plus angoissant ne se produise. L'icône de Julien, cette petite image souriante qui m'avait paru si rassurante quelques heures plus tôt, venait de disparaître. Son profil avait été supprimé. J'ai tenté de retrouver notre conversation, de chercher son nom dans mes contacts, mais tout avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Un vertige m'a prise. J'étais sûr de ne pas avoir imaginé notre échange. J'avais encore ces messages dans ma mémoire, ces questions, ces réponses, les détails qu'il me donnait sur sa vie. Tout ça ne pouvait pas être un mirage. Alors qui étais-je censé avoir rencontré ce soir? Et surtout, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais monté dans cette voiture? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le regard de cet homme, vide et dénué d'émotion, ainsi que la façon dont il avait ouvert la portière comme si tout était déjà décidé. Le lendemain matin, j'ai essayé de rationaliser ce qui s'était passé. Peut-être que Julien était un faux profil créé par quelqu'un avec de mauvaises intentions. Peut-être que ce type dans la voiture était un complice. Mais une question me hantait. Pourquoi effacer toute trace de Julien si vite après notre rencontre manquée? J'ai décidé d'aller plus loin. J'ai posté un message sur un forum de discussion locale, expliquant brièvement ce qui m'était arrivé et demandant si quelqu'un avait déjà vécu quelque chose de similaire. Quelques heures plus tard, un utilisateur a répondu avec un simple « Le même homme, la même voiture, il y a 2 ans ». Mon sang s'est glacé. J'ai immédiatement envoyé un message privé à cette personne, lui demandant plus de détails. Ce qu'elle m'a raconté m'a fait frissonner. Elle aussi avait parlé à un certain Julien, qui lui avait proposé de venir la chercher. Elle aussi avait vu une voiture blanche avec une plaque illisible et un homme silencieux à l'intérieur. Mais contrairement à moi, elle était restée quelques secondes de plus, suffisamment longtemps pour voir l'homme dans la voiture sortir son téléphone, comme pour appeler quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'elle avait fui. Depuis, elle disait avoir toujours la sensation d'être observée. Parfois, en rentrant chez elle, elle voyait un véhicule blanc garé un peu plus loin dans la rue, moteur éteint. Je n'ai pas répondu à son message. J'ai simplement verrouillé mon téléphone et regardé par la fenêtre. Dans la rue, sous le lampadaire vacillant, une voiture blanche était arrêtée.
Son moteur était éteint. Mais j'ai su, sans même voir à l'intérieur, que quelqu'un me regardait. Je n'ai jamais été très adepte des rencontres en ligne, mais après des mois de solitude, j'ai fini par me laisser convaincre par une amie. Et c'est au moins une fois, m'avait-elle dit en riant. C'est ainsi que j'ai installé Tinder et commencé à swiper sans trop y croire. Puis, j'ai trouvé Léo. Grand, brun, sourire charmant. Son profil était sobre, sans extravagance ni phrases douteuses. Après quelques jours d'échanges légers, il m'a proposé de prendre un verre dans un petit bar du centre-ville. J'ai accepté. La soirée s'est déroulée sans accroc. Il était courtois, posait des questions sur mon travail, mes goûts en musique, mes films préférés. Je me suis détendu peu à peu. À un moment donné, il a commandé un cocktail et a ajouté: « Je parie que tu prendrais un Moscow Mule. » Non? J'ai ri, un peu surprise. C'était effectivement mon cocktail favori. Oui, c'est vrai. J'imagine que j'ai une tête à boire ça. Disons que j'ai un bon instinct, a-t-il répondu avec un sourire énigmatique. La conversation a continué, agréable, fluide. Pourtant, un détail m'a troublé. Il a mentionné, presque en passant, une petite boulangerie où je m'arrêtais parfois en allant au travail. Sauf que je ne lui avais jamais dit où je travaillais. Une sensation étrange m'a parcouru l'échine. Peut-être une coïncidence? J'ai balayé mes doutes. Après tout, il avait été charmant toute la soirée. Lorsque nous nous sommes quittés, il m'a embrassé sur la joue et m'a souhaité bonne nuit. J'aurais dû écouter mon instinct. Cette nuit-là, je me suis endormi avec une étrange sensation d'inconfort. Rien de concret, juste cette petite voix au fond de moi qui murmurait que quelque chose clochait. Peut-être que j'étais simplement paranoïaque. Il était 3h02 du matin quand mon téléphone a vibré sur ma table de nuit. À moitié endormi, j'ai tendu la main pour l'attraper, mes yeux plissés à cause de la lumière de l'écran. Un message d'un numéro inconnu. « Tu dors toujours de ce côté du lit. » Mon cœur a raté un battement. J'ai levé les yeux vers ma chambre sombre, un frisson me parcourant l'échine. Mes doigts se sont crispés autour du téléphone. J'ai secoué la tête. Ce devait être une blague, une erreur, peut-être Léo, qui tentait un humour douteux. Je suis resté assise sur mon lit, le souffle court, hésitant à répondre. Avant que je ne puisse taper quoi que ce soit, un deuxième message est apparu. « J'aime bien ton parfum. » Cette fois, mes mains ont commencé à trembler. Je me suis tourné lentement vers ma commode, où mon flacon de parfum était posé, exactement à l'endroit où je l'avais laissé. J'ai senti mon estomac se tordre. Quelqu'un savait. J'ai immédiatement bloqué le numéro et jeté mon téléphone sur le lit. Impossible de dormir après ça. J'ai allumé toutes les lumières de l'appartement et vérifié chaque porte, chaque fenêtre. Tout était fermé, verrouillé. Pourtant, je ne me suis pas senti en sécurité. J'aurais dû partir cette nuit-là. Le lendemain matin, j'étais épuisé. J'avais à peine dormi, chaque bruit me faisant sursauter, chaque ombre dans l'obscurité me paraissant menaçante. Je m'étais finalement endormi au lever du jour, mais mon réveil avait brutalement mis fin à ces quelques heures de répit. Au travail, mes collègues ont vite remarqué mon air fatigué. Claire, une amie proche, s'est approchée pendant la pause et m'a observé d'un regard inquiet. « Tu vas bien? On dirait que tu n'as pas dormi depuis 3 jours. » J'ai hésité, puis j'ai sorti mon téléphone pour lui montrer les messages. Elle les a lus, son expression passant de la curiosité à l'inquiétude. « C'est Léo? Je ne sais pas, » ai-je murmuré. Je ne lui ai jamais donné mon adresse, ni dit où je travaillais. Son visage s'est assombri. « Ça ne te semble pas un peu flippant? » J'ai hoché la tête. « Tu devrais être prudente. Tu es sûr que personne ne te suit? » Je voulais répondre que non, bien sûr que non, mais un souvenir a traversé mon esprit. Ces moments où je me retournais dans la rue, persuadé d'avoir vu une silhouette disparaître au coin d'un immeuble. Cette sensation d'être épié en sortant du métro. Et cette impression, infime mais persistante, que quelqu'un avait déjà pénétré mon espace avant même ces messages. Je me suis forcé à sourire. Je vais juste être plus vigilante. Mais au fond de moi, une certitude glaciale s'imposait. Ce n'était que le début. La deuxième nuit, je m'étais décidé à ne pas y penser. J'avais verrouillé toutes les fenêtres et portes, et j'avais mis mon téléphone en mode « ne pas déranger », espérant pouvoir enfin dormir sans être dérangé. Pourtant, au fond de moi, quelque chose me disait que ça ne suffirait pas. Cette angoisse sourde ne me quittait pas. J'ai été réveillé en sursaut par la vibration de mon téléphone sur la table de nuit. Il était 3h15. Mon cœur a manqué un battement, et mes mains tremblaient quand j'ai vu l'écran allumé.
Un message d'un numéro inconnu. Mon souffle s'est arrêté. Tu as bien verrouillé la porte ce soir. Je n'ai pas su quoi répondre, mes yeux fixant le message sans parvenir à réagir. Puis, comme si la peur m'avait paralysé, un autre message est arrivé. Je t'attends. J'ai bondi hors du lit, le sang battant dans mes oreilles, le cœur battant à tout rompre. J'ai couru vers la porte d'entrée. En l'ouvrant brusquement, je suis resté figé, la gorge nouée. La porte était ouverte. Elle n'avait pas été ouverte par moi. Je n'avais pas de souvenir d'avoir laissé la porte ouverte en rentrant chez moi, et encore moins de l'avoir négligée avant d'aller dormir. J'ai vérifié les poignées, les serrures, mes yeux fouillant chaque recoin de l'appartement. Rien. Aucun signe d'effraction, aucun bruit suspect. Tout était silencieux. Mais l'angoisse ne me quittait pas. J'ai appelé Claire, paniqué, mais elle ne répondait pas. J'ai appelé Léo, mais encore une fois, la ligne était muette. Je suis resté là, dans l'ombre de ma propre peur, regardant autour de moi, le téléphone tremblant entre mes mains. Tout à coup, un bruit. Un grattement léger, à peine perceptible. Il venait de la fenêtre. Je me suis figé, incapable de bouger. Le bruit, presque imperceptible, se répétait. Un léger grattement, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait d'entrer, ou peut-être de me faire savoir qu'il était là. Je n'osais pas me tourner vers la fenêtre, mais mon regard y était attiré, comme une force invisible me poussant à y jeter un coup d'œil. Je suis resté là, paralysé, en entendant le grattement devenir de plus en plus fort. Chaque vibration de mon téléphone, chaque souffle que j'essayais de retenir me semblait être un appel silencieux à la catastrophe imminente. Puis, tout à coup, le bruit s'est arrêté. Le silence est tombé, lourd et suffocant. J'ai pris une grande inspiration et me suis dirigé, lentement vers la fenêtre. Mon esprit criait pour que je m'arrête, mais mes jambes avançaient malgré tout. J'ai saisi le rideau avec précaution, puis l'ai écarté brusquement. Rien. La rue était déserte, plongée dans l'obscurité. Mais j'avais la sensation que quelqu'un, quelque part, m'observait. J'ai refermé la fenêtre avec précaution et j'ai vérifié une dernière fois la porte. Toujours ouverte. Un frisson glacé m'a parcouru lorsque j'ai vu qu'un message venait d'arriver. C'était le même numéro inconnu. La lumière de l'écran semblait éclater dans la pièce sombre. Je te l'avais dit, nous nous reverrons. Je n'avais plus de doute. Quelqu'un était à l'intérieur de mon espace. Il m'avait suivi, savait tout de moi, il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Le pire était que j'ignorais jusqu'où il irait. Je n'étais plus seul. Et je savais maintenant que je n'avais pas été observé uniquement pendant la journée. Il avait été là, tout ce temps.